Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. C'est officiel, la CAF donc donne son accord de principe pour que la CAN 2025 se passe du 20 juillet au 16 ou 17 août 2025. Si vous venez de nous prendre en marche à peine, vous êtes pile poil bien tombé. C'est le Grand Talk et encore une fois, bonsoir et bienvenue. André nous rejoindra tout à l'heure, mais ce soir, je voudrais encore saluer, je l'ai fait hors antenne, mais je le fais devant vous. Notre plateau est 7. Élisée Boloube, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chers téléspectateurs. Barry, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle, bonsoir chez vous, bonsoir la team. Bonsoir Herman, bienvenue. Bonsoir Christelle, j'aime bien ton rouge. Merci bonsoir beaucoup. Chers téléspectateurs chez vous. Marius Komoué, bonsoir. Merci d'être là. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Nous sommes encore au rendez-vous. Daouda Koulibaly, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous et surtout bonsoir chez vous et que la paix règne chez nous tous. Bien sûr. Alors parlons de paix et stabilité, évidemment. Cela nous permet de pouvoir commencer notre premier titre qui est donc la CAN 2025. Dans quelques mois, messieurs, la CAF donne son accord de principe pour démarrer donc, la grande fête du football en été du 20 juillet au 16-17 août 2025. Réaction déjà sur la date, on spéculait, ça se passera en janvier, ça se passera quand finalement? On a la date, Élisée Boloube. Oui, bon, en fait, c'est les médias, c'est les médias qui rapportent qu'un responsable de la CAF, depuis le siège au quai de la Confédération africaine de football, aurait indiqué effectivement que la Confédération africaine de football a donné son accord de principe pour que la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations se tienne au Maroc en été prochain, c'est-à-dire entre juillet et août 2025. Bon, moi je pense que c'est le retour à l'ordre normal des choses parce que depuis quelques années, effectivement, et je crois depuis 2019, il avait été effectivement décidé que les compétitions se tiennent en été. Et bien évidemment, beaucoup d'Africains n'étaient pas trop d'accord parce qu'on a vu en ce changement de date-là une volonté de satisfaction des clubs européens qui en avaient fait une exigence auprès de la CAF, de la FIFA, estimant qu'ils avaient besoin de leurs joueurs africains pendant cette période. Quand ils viennent en janvier, ils perdent les joueurs et souvent les joueurs reviennent blessés. Souvent, ils reviennent pendant que les équipes ne sont plus très performantes. Donc, on pense pour certains Africains que ça a été une manière de répondre favorablement aux attentes de ces clubs ou aux exigences de ces clubs-là. Mais c'est une très bonne chose qu'on le fasse à cette période parce qu'aussi au Maroc, pendant le mois de janvier, c'est un peu l'hiver, il fait terriblement froid. Donc, on pourra pas, donc pour plusieurs, en tout cas observateurs, ils ont trouvé qu'il aurait été bien que cela se fasse en été. Donc, si c'est maintenu, c'est une très bonne chose. Barry, alors, on a les dates. Les poules, les groupes peuvent donc commencer à se préparer. Mais 8 sélections sont concernées pour certaines, la poule éliminatoire. Oui, tout à fait. Il y a les sélections les moins classées au classement FIFA et au classement africain qui doivent passer par les barrages pour se qualifier pour les éliminatoires avec les poules. Donc, ce sont les équipes les moins nanties. Donc, on voit là les Swatini, la Somalie, le Sud-Soudan, Sao Tomé, Maurice. C'est seulement le Libéria qui a l'habitude des qualifications régulières et qui a déjà joué des CAN, je veux dire. Donc, en tout cas, la fête sera belle. Mais par rapport au timing, moi, je pense que c'est raisonnable d'envoyer ça en été parce qu'on vient d'avoir une CAN là récemment. Tout de suite en janvier, il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde. Ça va surcharger les joueurs et le risque de blessure sera élevé. Donc, quand on sait que nos joueurs, certains qui jouent dans des grands clubs, difficilement, souvent, on leur laisse du temps. Donc, ça les arrange aussi au plan de carrière, je pense. C'est vrai qu'on peut prospecter après pour dire non que la CAF a l'habitude d'organiser en janvier. Ça s'est déjà fait en juillet, en Égypte. C'est le même climat avec le Maroc. Voilà, mais c'était en été, on a joué, ça s'est passé. Bonsoir André. Bonsoir Christelle, je suis apparu comme par magie. Voilà. Bonsoir à vous tous, merci d'être avec nous. C'est toujours un plaisir, Christelle. On a entendu justement Barry parler de timing. Exactement. Donc la question qu'on va poser comme principe aux uns aux autres, est-ce que le fait que la CAF ait changé son calendrier une seule fois, ou 2 ou 3 fois, est-ce que tout ça, ça ne crée pas une forme d'instabilité sur la régularité de la compétition, Herman?
Moi, je pense que, effectivement, peut-être que si on avait changé encore le calendrier au Maroc, ça pouvait jouer. Parce qu'au départ, c'était en été que ça devait se jouer, même en Côte d'Ivoire. Ouais. C'est parce qu'on sait qu'à ces moments-là, il y a certains pays en Afrique, dont notamment dans la sous-région ouest africaine, il y a quand même des questions d'aléas climatiques. On a la saison pluie, la forte saison pluie. Donc, pour ne pas déranger tout cela, on a préféré le faire, on a suggéré à la CAF de tenir notre compétition en janvier. Finalement, on a vu qu'il n'y a pas eu d'inquiétude à ce niveau-là et on a joué sereinement, malgré le fait que nos responsables aient pris toutes les mesures de sorte à ce que même les intempéries ne puissent pas déranger la compétition. Moi, je pense que ça ne peut pas déranger les prochaines compétitions. Il faut saluer cela parce que le Maroc insistait vraiment que ça se tienne en été. Et je crois que la FIFA qui voulait coïncider cela avec nos compétitions, mais je crois que si c'est décidé que ça soit au niveau de l'été toujours, c'est que les discussions, les gens se sont entendus avec la FIFA certainement. Alors, Marius, une fois que on a les dates, la Côte d'Ivoire est sur la sellette, on est les champions, tout le monde voudra nous abattre. Vos réflexions là-dessus? Eh bien, nous serons évidemment, comme vous l'avez dit, l'équipe véritablement qui aura beaucoup à faire au cours donc, de cette autre CAN au pays chérifien. Et je peux vous assurer que c'est en cela, d'ailleurs, nous attendons donc toute la maestria de notre nouvel entraîneur qui vient. Et on en parlera tout à l'heure. Voilà, dont le poste vient d'être consolidé. Mais n'empêche qu'il faut dire que le Maroc, c'est une grande nation de football. Et bien évidemment, c'est en fonction du climat de ce pays que le pays organisateur fait des propositions donc, à la CAF. C'est cela. Et donc, ce n'est pas que la CAF qui décide orbi et orbi. C'est un échange. Donc, voilà, c'est un échange et on choisit la meilleure période qui convient à l'État organisateur. Et ça a été le cas pour la Côte d'Ivoire. Et donc, au niveau du Maroc, ils ont préféré que ça se joue en juin, qui est d'ailleurs en juillet, qui est une période d'ailleurs du reste favorable en termes de climat, pour une bonne pratique du football. Et nous espérons que les éléphants pourront encore une fois briller au soir donc, de cette CAN chérifienne. Très bien, Daouda, parlons du calendrier. Le football africain absolument va briller, mais la CAF est rentrée dans une sorte de, je ne vais pas dire de fight, mais il y a la FIFA qui va organiser une compétition dans la même période, un peu juste avant, en juin, et je crois, et la CAF a maintenu quand même son calendrier. Est-ce que la CAF est en train justement de démontrer qu'elle est désormais une confédération qu'il ne faut pas déranger, quoi. Elle aussi elle est intransigeante. Mais bien sûr, quand on regarde les derniers chiffres même de la dernière CAN qui s'est tenue en Côte d'Ivoire, où on te parle de 2 millions de visiteurs, de 2 milliards de téléspectateurs, du nombre de journalistes. Mais pour ceux qui ont suivi la dernière CAN, vous avez pu remarquer que durant cette CAN, aucun pays aujourd'hui en Afrique ne suivait le championnat anglais, le championnat espagnol, le championnat français. Ça veut dire qu'on a de la matière, nous aussi. Parce que pendant des années, on a passé tout notre temps en train de subir les déshydratats en fait, du football au niveau mondial, celui de la FIFA. Quand eux, ils ont leur championnat, nous, on doit s'arrêter. Mais le monde ne va pas s'arrêter de tourner parce que eux, ils ont leur championnat à jouer. Tu vois, quand il y a le championnat, la Coupe d'Asie, on doit s'arrêter. Quand il y a l'Euro, on doit s'arrêter. Nous aussi, on a nos compétitions. Je pense qu'on va les valoriser et c'est pour cette raison que j'ai été tout à fait d'accord avec, en son temps, Samuel Eto'o-Fils, le président de l'Africa Foot. Lorsque Gianni Infantino était venu, il voulait que la Coupe d'Afrique soit décalée de 4 ans au même niveau que la Coupe du Monde. Même si un certain Didier Drogba était pour cela, moi j'étais contre. Et Samuel Eto'o-Fils, comme d'autres personnes, étaient contre. Franchement, je suis fier qu'aujourd'hui, on ait un football chatoyant, un football où il y a beaucoup de choses à donner aux gens. Où est la nécessité de préciser que certains Didier Drogba étaient contre? Bon, c'est un fait. Je ne mens pas sur lui, c'est un fait historique. Très bien. La nécessité de préciser. Voilà, il fallait le préciser, quoi. Pour dire que si un Samuel Eto'o-Fils était contre, il y a son alter ego
pendant qu'il jouait, qui lui était pour. Ouais. Très bien. C'est un fait qu'il faut signifier à nos téléspectateurs. Très Il n'y a bien. rien de méchant dedans. Très bien. C'est bien noté, Christelle Daouda. a relevé le fait, on va vous revenir vers vous, hein, Barry et les autres, Élysée, qui n'a pas encore, je pas encore prononcé ce chapitre-là. La symbolique, ça y est, on quitte la Côte d'Ivoire avec ce qu'on sait, les conditions dans lesquelles on a gagné, l'apport du Maroc, pour se retrouver au Maroc, là, dans pas longtemps, en 2015. 2025, pardon, je dis 2015. Comment vous voyez justement le côté festif, les retrouvailles entre la Côte d'Ivoire et le Maroc? Élysée, Bon, moi, je pense que Élysée c'est... a déjà prévu qu'il serait au Maroc. Hein, donc, Oui, je compte y être, par la grâce de Dieu, en tout cas. Bon, moi, je pense déjà que le défi, hein, je crois, des autres nations qui doivent organiser la CAN après la Côte d'Ivoire, pour moi, ce n'est pas forcément les infrastructures. Aujourd'hui, en termes d'infrastructures, le Maroc est suffisamment équipé, parce que le Maroc même fait partie des pays retenus pour la Coupe du Monde 2030. Absolument. C'est cela. Voilà, qu'il co-organise avec le Portugal et l'Espagne. Donc, en termes d'infrastructures, je crois que le Maroc n'a absolument rien à envier à la Côte d'Ivoire. Mais là où, pour moi, il y a un véritable défi, c'est plutôt en dehors des stades. Parce que de l'avis de tous les observateurs, que ce soit les professionnels de la CAF, que ce soit les experts, en tout cas du football, tous ceux-là qui ont l'habitude d'être sur les cannes, ce que la Côte d'Ivoire a réussi et que les autres n'ont certainement pas réussi, c'est cette capacité de créer des zones de fête à travers toute la ville. C'est-à-dire que la compétition ne se déroule pas uniquement dans les stades. En dehors même des stades, la compétition se poursuivait et il y avait vraiment une très belle ambiance. C'est vraiment pour moi le défi qu'il va falloir relever. C'est le vrai défi du Maroc. C'est le vrai défi du Maroc aujourd'hui. Ce n'est pas vraiment les infrastructures, mais c'est d'arriver à créer cette ambiance, cet environnement festif qui a animé ces 1 mois de compétition en Côte d'Ivoire. C'est vrai que la Côte d'Ivoire a la réputation d'être un pays vraiment hospitalier, un pays très festif, un pays où les gens savent s'élever au-dessus de leurs problèmes et donner de la gaieté et de la joie. Et je pense que ça, c'est une grâce que Dieu nous a faite. On espère que ce qu'on a montré aux uns et aux autres saura être dupliqué et copié pour que véritablement, on ne se limite pas juste à une compétition footballistique, mais qu'on puisse aussi vivre une ferveur de communion entre les pays, entre les supporters. Alors, Barry, ici, on veut donc regarder un peu la symbolique que représentent les pays du Maghreb. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait avoir la même ambiance, la même joie, les fan zones et tout cela? Déjà, le rapport ici en Côte d'Ivoire en tant que supporter, hein, c'était dans les rues, c'était des relations très intéressantes avec les populations ivoiriennes. On pourrait avoir la même ambiance là-bas, n'est-ce pas, selon vous? Bon, pour ceux qui suivent le football marocain, déjà, on sait qu'au niveau du Maroc, il y a de grands supporters. Quand vous prenez le duel entre le Raja et puis le Wydad Athletic Club de Casablanca, c'est les copes, ils sont chauds en fait. Voilà, donc au plan local, le Maroc peut réussir la mobilisation. Mais là où il y aura la différence avec la Côte d'Ivoire, ce n'est pas forcément le festif. Les Marocains ont déjà organisé de grands événements. Ils ont organisé la Coupe du Monde des clubs. C'est vrai que la CAN, depuis 1988, ils n'ont pas organisé de CAN. Mais je veux dire qu'ils ont déjà organisé d'autres grands événements. Et c'est un pays qui doit tourner autour de près de 40 à 50 millions d'habitants. Donc, il y a de la matière. Mais la différence avec la Côte d'Ivoire, c'est que la Côte d'Ivoire a la particularité d'abriter un bon nombre de ressortissants de ces pays voisins. Je veux parler de la Guinée. Moi, j'ai été au match de la Guinée. Il y avait 35 000, 36 000 spectateurs. J'avoue que même à Conakry, c'est difficile d'avoir un tel public. Un tel public. 37 000. Peut-être 37 000. Paradoxe, On y était, hein. On était avec toi. On a même dit Bingbizo. C'était le cri de cœur, ouais. Voilà. Donc, vous voyez, c'est là où il y aura la différence. La Côte d'Ivoire a rempli les stades avec des ressortissants, des équipes qui jouent. Le Maroc peut remplir les stades parce que le roi s'est inscrit dans une géopolitique et puis dans un soft power. Donc, je suppose qu'ils vont mettre les moyens. Les supporters marocains iront au stade. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas la même chose d'avoir 30 000 Marocains au complexe sportif de Rabat et que d'avoir 30 000 Guinéens ou 30 000 Sénégalais dans le stade. Ce n'est pas la même chose. Très bien. Eh bien, Christelle était sur le point de le dire. Il nous a gentiment cédé la place à quelqu'un qui est un journaliste sportif. C'est bien sûr Marius Komori qui a cédé la place à Annoncia Siré. Mais qui reviendra. Oui, il reviendra tout à l'heure parce que lui, les sujets un peu chauds, il les aime. Et ça, il trouve que c'est un peu trop froid. Donc, il a voulu laisser la place à Marius. Annoncia, on a plaisir à vous recevoir. Bonsoir, Parce qu'il y a longtemps qu'on vous cherche avec cette épopée des Ivoiriens, mais on a dit que c'était votre canne, donc vous étiez partout, et M. Soukro, à Bouaké, vous n'étiez même pas à Abidjan. En tout cas, bon retour à Abidjan. Ça a été, vous avez fait d'autres cannes, mais ça a été une canne vraiment, au-delà de votre nationalité, ça a été une canne, il faut le dire,
un peu spéciale et particulière. Hein. Impeccable. Ouais. Parce que c'était le défi de la mobilisation. Et la Côte d'Ivoire a réussi ce pari. Déjà au niveau des infrastructures, vous avez des pays comme ça qui ne connaissent pas ce qu'on appelle l'autoroute. Je parlais de mes amis du continent. Ah, Parce que ça fait plus La de bouteille 15 de ans. pensée. Voilà, plus de 15 ans, l'autoroute en Douala et Yaoundé n'est pas effective. Ils découvrent un pays où on part d'Abidjan à Bouaké avec une autoroute, c'est spécial pour eux. Mais blague à part, la Côte d'Ivoire a relevé le défi, que ce soit les stades, parce que ce n'est pas seulement les matchs de la Côte d'Ivoire, c'est les matchs des autres pays. C'est inédit. Et dans la ville, dans toutes les villes, moi j'étais à San Pedro, officier média du COCAN, je vous avoue que l'organisation de certains pays comme le Maroc, qui est venu avec plus de 140 journalistes, c'était à souligner. Les Nigériens, plus de 150 journalistes aussi. On a vu que tout le monde voulait découvrir ce pays-là. On a vu plus de 5000 demandes d'accréditation au niveau des journalistes. C'était ouf, on était contents et on cherchait des tickets, mais les tickets étaient dans les poches de ceux qui sont vite pris, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que d'autres ont douté qu'ils ne pouvaient pas avoir ça. En fait, c'est intéressant, Annoncia, ce que vous dites, et sur les tickets, et aussi, j'allais, comment vous appelez ça, permettre à Élysée de réagir là-dessus, parce que Élysée a dit une chose importante. Le défi, ce sera évidemment la question donc de l'accueil des à-côtés. Parce que le Maroc, c'est un des pays les plus importants en Afrique. Mais comment la Côte d'Ivoire a réussi à avoir cet à-côté qui a fait la spécificité de cette CAN? Vous le dites, Patrick Mboma, la légende du football, l'une des légendes du football camerounais, l'a dit, la Côte d'Ivoire s'est donné les moyens de vendre une compétition. C'était la meilleure CAN jamais organisée et on l'a senti au niveau. Côté hospitalier, rien à dire. On a montré qu'on était prêt pour cette compétition parce que nous avons couvert des CAN au Cameroun, en Guinée équatoriale, en Afrique du Sud. Mais la Côte d'Ivoire, on a senti tous les Ivoiriens impliqués. Et c'était très, très, très magnifique. Aujourd'hui, le Maroc a la pression. C'est ça. Il faut relever le défi. Parce que le Cameroun a organisé une CAN, la CAF a dit c'était l'une des meilleures CAN. La Côte d'Ivoire, nous allons organiser la meilleure CAN de l'histoire. Je pense qu'au niveau des records, au niveau des retransmissions dans le monde, on parle de 2 milliards de téléspectateurs, c'est à souligner. Et l'engouement, au niveau sécurité aussi, rien à signer. Aucune bousculade, tout le monde est réparti comme il est venu. Je pense qu'on doit même s'offrir des moutons pour célébrer cette organisation. Ça, c'est bien. Alors, ici, même au niveau, enfin, certains téléspectateurs ou certains Ivoiriens sont un peu nostalgiques des matchs, de l'ambiance des matchs et tout. Ils ne sont pas seulement, même. Vous aussi? Mais alors, la mobilisation pour la CAN 25 au Maroc, comment est-ce qu'elle se fera au niveau de la Côte d'Ivoire? Il faut préparer. Certains groupes déjà se préparent à partir au Maroc. On parle de cotisation. Comment est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire devra réussir le pari de la mobilisation de ses supporters? Pardon, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire pour aller supporter les éléphants au Maroc. Remarquez d'abord la symbolique. Moi, j'étais à San Pedro. Lorsque c'était un peu difficile avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire qui a perdu 4-0 face aux langues nationales, on avait 3 points moins 3. C'était difficile de se qualifier. C'est vrai qu'à l'Euro 2016, le Portugal allait au second tour avec 3 points, mais c'était 3 points plus 0. Mais 3 points moins 3, c'était inédit. Et les Marocains, les journalistes marocains, les supporters marocains ont dit le Maroc et la Côte d'Ivoire sont 2 pays frères. Nous allons tout faire, jouer, respecter l'éthique, gagner et vous allez vous qualifier. Ils l'ont fait. Il y avait un brassage. Donc les Ivoiriens aujourd'hui, ils se promènent avec le drapeau marocain et le drapeau ivoirien. Ils vont s'apprêter pour aller au Maroc. Surtout qu'il n'y a pas une question de visa. Ils vont envahir le Maroc. Ils sont nombreux au Maroc. Donc, soyez sûrs, Christelle, il y aura une horde d'Ivoiriens au Maroc pour pousser non seulement les éléphants à la victoire, mais aider la Côte d'Ivoire à y aller. Très bien. Herman? Moi, ce que je voulais ajouter sur l'ambiance au Maroc, moi, je pense que tel que Barry avait défini un peu les caractéristiques de la Côte d'Ivoire, le Maroc aujourd'hui, en Afrique du Nord, c'est un carrefour de communautés africaines. Il y a assez de communautés africaines subsahariennes là-bas, même en Tunisie voisine et autres. Donc, je pense que cette même ambiance-là, on va retrouver. Les mêmes pays-là vont se retrouver là-bas en train de supporter leurs différentes équipes. Et je crois que la fête sera Donc les préparatifs pour le Maroc ont commencé pour les supporters ivoiriens. Très bien, merci les amis. Annoncia est là, c'est un journaliste sportif très pointu. Il connaît justement
le sort et le destin des entraîneurs, Exactement. voici que nous André. avons un entraîneur qui a été complètement confirmé et par sa victoire et par son administration. Les choses sérieuses ne vont-elles pas commencer? C'est bizarre de dire ça parce que la CAN, c'est sérieux. Mais est-ce que vraiment les choses sérieuses ne vont pas commencer maintenant pour Emer Faé? Parce qu'il rentre dans quelque chose qui est inédit, aller défendre un trophée et dépasser minimum les huitièmes de finale. Dans quel état d'esprit vous pensez qu'Emer Faé, parce qu'avoir le soutien du peuple, dans quel état d'esprit vous pensez qu'il est après ce qui s'est passé, vous qui observez un peu tout ce microcosme? C'est d'abord un rêve qui se réalise. Imaginez-vous pour problème de santé, il n'a pas dû être à la CAN en 2012, en Guinée équatoriale, organisée par la Guinée équatoriale. Donc il a raté la finale alors qu'il avait joué celle de 2006. Il n'a pas été et aujourd'hui c'est une récompense. Il est dans la lignée des entraîneurs qui ne sont pas attendus et qui permettent aux gens d'aller de l'avant. Puisque Di Matteo, vous vous souvenez de Kelsey, a chassé tous ses entraîneurs, mais c'est avec un entraîneur intérimaire qu'ils ont remporté la Ligue des Champions, dont le but victorieux de Didier Drogba à la séance des tirs au but. Donc aujourd'hui, je peux vous informer, une exclusivité Live TV, j'ai même appelé le président de la Fédération ivoirienne de football, qui est à la Mecque. Il dit, mon frère a été confirmé, la durée du contrat est de combien? Il dit, la durée du contrat est de 2 ans renouvelable. Donc aujourd'hui, la fédération s'est projetée la Coupe du Monde et la CAN 2025. Et ça, vous nous donnez une double information. C'est-à-dire que le président est à la Mecque. Il est allé tout de suite, il est très croyant. Il est allé aujourd'hui. Avec tout ce qui se passe, il est très croyant. Il est allé confier tout ça à Dieu. Ça, c'est une information importante. Et il vous confirme, on avait déjà l'information, mais il vous confirme, non seulement c'est 2 ans, on l'avait dit ici à Élysée hier, mais c'est 2 ans renouvelables. Et donc, Faye et Mers, c'est vrai, parce que Élysée avait posé à juste titre la question, il y a vraiment un vrai rapport de confiance qui pourra aboutir sur un contrat de longue durée. Très bien. Allez-y, oui, non. Puisqu'on le dit aujourd'hui, le peuple a compris. Moi, je militais pour les entraîneurs locaux. Aujourd'hui, on a un Ivoirien, un jeune Ivoirien de 40 ans qui remporte la CAN. C'est un cadeau. On n'a pas à discuter, on n'a pas à aller chercher ailleurs. Maintenant, à lui de faire ses preuves parce que le plus dur commence. Si vous prenez le Sénégal champion d'Afrique sort en 8e de finale. L'Algérie, au Cameroun, sort à la phase des poules. Aujourd'hui, tous ceux qui sont champions ont des difficultés. Donc aujourd'hui, il faut que la Côte d'Ivoire puisse au Maroc, chez son frère, non, puisque le Sénégal même est sorti en 8e de finale. Et l'Algérie en phase de poule. Voilà. Donc vous voyez aujourd'hui, le challenge est énorme, le défi à relever est énorme. Donc Faye aujourd'hui est confirmé, mais le plus dur commence parce que... Justement, Annoncia, quand le plus dur commence pour Faye, notre inquiétude, c'est est-ce que Faye aura les moyens de travailler? Il est sélectionneur-entraîneur. Il lui faut donc, je suppose, aller regarder d'autres talents. Où est-ce qu'il va travailler simplement avec ce groupe-là? Est-ce qu'il aura donc les moyens à sa disposition pour tourner en Europe ou là où il y a des talents ivoiriens? Est-ce qu'il pourra aller faire de la détection? Est-ce que les moyens conséquents seront mis à la disposition de Faye? Et deuxième question, excusez-moi d'en rajouter, est-ce qu'il sera libre dans ses choix? Il a besoin d'être libre parce qu'il a attendu. Aujourd'hui, si Faye se met sur un plateau de télé pour dire « j'ai pas les moyens pour travailler », je pense que le président de la fédération va démissionner. Il est protégé par le peuple. Il doit avoir les moyens parce qu'il faut donner les moyens aux entraîneurs. Les expatriés arrivent ici, on leur donne assez de millions pour aller superviser des matchs. Et lui, il a fait sa vie en Europe. Et puis, il est entouré de grands coachs. On voit Faye, mais il y a un commando. Il est protégé par Guy Demel. Alain Guamené aussi. Champion d'Afrique, Félix Quadio, de la 5 Mimosa, le préparateur physique. Donc, c'est un groupe d'Ivoiriens qui travaillent. Et maintenant, l'analyse vidéo qui est un expatrié. Donc, tout le monde, on ne chasse pas les expatriés ou autres, mais c'est un commando. Quand le président de la fédération parle de commando, on a un commando d'entraîneurs et puis on a des joueurs aussi. Mais quand on a Simon Adingra, il faut aller chez d'autres jeunes encore. Vous avez Amad Diallo, on a un vivier très important. Maintenant, une équipe, c'est un ensemble. Aujourd'hui, on a gagné. Faye n'est pas un magicien, il l'a dit, mais c'est le mental, on a insisté sur le mental. Les joueurs étaient fouettés dans leur orgueil. Vous avez perdu 4-0 à Ebimpe, devant un peuple. Mais les Ivoiriens qui sont fâchés, qui ont injuré la mère des joueurs, moi j'ai condamné les injures, mais on doit discipliner aussi tous ceux qui viennent sur des plateaux de télé. Que ce soit les journalistes, les consultants, les anciens joueurs. Oui, mais ça, il faut dire aux gens, quand il ne faudrait pas jeter l'opprobre sur les joueurs. Il faut maîtriser les règlements d'une compétition. Mais quand on dit, parce qu'on perd 4-0 et que des Ivoiriens disent qu'on est éliminé,
Mais quand même, vous montez les gens contre les autres, les joueurs contre les autres. Annoncia, on vous sent vraiment Oui. très ému par rapport à parce cette que- question. C'est le moins de mots que je puisse dire. C'est-à-dire qu'à un moment, ce débat-là, c'est bien qu'on débriefe ensemble. On va vous permettre, il est à votre disposition. Hier, on voyait déjà des retranscriptions de certains propos des anciens. Vous trouvez qu'au moment où la Côte d'Ivoire Était perd plus mal, 4-0, voilà, il n'y avait pas de soutien. et que ouais. on peut commencer à regarder la calculatrice et des 10, des si et des machins, vous trouvez qu'il y a beaucoup de professionnels qui avaient déjà baissé les armes, qui avaient déjà enterré les éléphants? André Bois, à la CAN 2015, la CAN que la Côte d'Ivoire a remportée, la Guinée et le Mali, il y a eu tirage au sort pour qu'une équipe parte en quart de finale. Ce sont les règlements d'une compétition. Une compétition, on part des 4 meilleurs troisièmes pour faire 16 pour aller en huitième de finale. La Côte d'Ivoire, une fois que tu as 3 points, tu as moins 50% d'aller au second tour. Mais 3 points moins, Moins 3, un, c'était pas moins facile. 3, Moins 3, au pardon. moins 25%. Ce petit espoir, beaucoup l'ont oublié. Quand nous, on rappelait que le Portugal de Cristiano Ronaldo allait remporter l'Euro 2016 avec 3 points en phase de poule, on dit vous êtes fous. Mais ce sont les règlements d'une compétition. Quand on ne connaît pas les règlements d'une compétition, on ne vient pas sur un plateau pour faire souffrir les Ivoiriens. Ce n'est pas un miracle. Les éléphants se sont qualifiés pour le second tour avec 3 points. Moins 3, c'est normal. Mais qui nous qualifie? Mais il y a le Mozambique qui fait match nul avec le Ghana. Richard Dofori. À la 89e minute, il y avait 2-0 pour le Ghana. Mais qui aurait cru? C'est ça le football. Le football, ce n'est pas pour les médiums, ce n'est pas pour les féticheurs. C'est un règlement. Il faut être. C'est vrai, mais en même temps, Annoncia, vous pouvez comprendre aussi qu'un peuple se sente blessé parce qu'il n'a pas l'attitude escomptée de ses joueurs. Ça aussi, il faut comprendre. Non, Christelle, je comprends le peuple. Oui. Je comprends le peuple. Oui. Le peuple est dans son droit. Les supporters Mazo sont dans leurs droits. Un supporter Là, on parle des anciens. Mazo, par essence, lui, il ne vit que par les victoires. Il va injurer son équipe, mais demain, il est présent. Mais quand des spécialistes sont sur un plateau, ils arrivent à conclure une émission sur l'élimination de la Côte d'Ivoire, je dis c'est une faute professionnelle. Très bien, Très bien, Annoncia. on s'arrête là. Alors, Daouda va intervenir et ensuite... Moi, en fait, je suis tellement en accord avec ce que Annoncia a dit parce qu'aujourd'hui, on a même vu des anciens dirigeants de cette même fédération-là tenir ces mêmes propos. Moi, je vais citer clairement le nom. Je ne pas déjà Kanouma, qui dirige cette fédération-là. Après, c'est excusé comme tu le dis. C'est Voilà. excusé. Et Sachant j'avoue qu'après, que les membres sincèrement, du club. c'est choquant parce que finalement, quand nous, on les entend, pour nous qui ne maîtrisons pas tous les rouages, pour parler comme certains dans ce pays, du football, quand on nous dit cela, mais on a envie de vouer aux gémonies nos 27 éléphants. Mais c'est ce qui s'est passé. Et à BMP, on a vu des gens caillasser des bus, s'attaquer à des joueurs, lapider des joueurs, parce que des professionnels du sport ont jeté aux oubliettes. Faut pas ces mettre, enfants-là. faut pas pas aussi- leur Il dit mettre certains. tout sur Faut le pas dos. aussi, Non, voilà. non, je dis même c'est certains, faut pas tout leur mettre sur le dos parce qu'il y avait la déception de la défaite, etc., qui a amené les gens à outrepasser justement la loi. On va écouter Herman. Herman, ouais. Bon, moi, en fait, je comprends tout ce qu'Annoncia a dit, et même le soutien que Daouda apporte à ses propos. Mais moi, je pense que même les professionnels, comme on le dit, avant d'être des professionnels ou bien des praticiens du foot, c'est aussi des Ivoiriens comme nous. Des On humains, les a des vus, êtres ils avaient en ce moment-là porté leur casquette de supporters. Il ne s'agissait pas pour eux seulement de décrypter. Les Ivoiriens, la sélection ivoirienne nous a habitués à faire des calculatrices. Donc chacun, malgré la déception, on faisait les calculatrices. C'est parce que, comme il a dit, quand il parle de 25% de chance, ça veut dire qu'il y a 75% de probabilité que nous ne puissions pas passer. C'est ça. Donc on arrive à être fataliste quand on constate que l'équipe n'a pas été rassurante. Donc c'est toutes ces choses-là qu'il faut faire. Aujourd'hui, les erreurs, on peut appeler ça erreur d'appréciation que ces professionnels aient pu faire, on doit pouvoir les comprendre aussi qu'à un moment donné, il y a eu une charge d'émotion. Donc moi, je ne reste pas là. Aujourd'hui, les règles, effectivement, c'est pourquoi je dis toujours que ce n'est pas parce que notre équipe vaut rien qu'on est là. Très bien. C'est parce qu'on a vraiment des talents et on a mérité d'être là. On n'a pas négocié dans les couloirs pour pouvoir être là. C'est les règles du football qui nous ont permis, de cette compétition, qui nous ont permis d'avancer Très bien, et ouais. gagner cette compétition. Permettons à Élisée de s'exprimer. Et après, Barry. Et ensuite Barry. D'accord, moi, Est-ce que vous comprenez la déception d'Annoncia qui estimait qu'après le 4-0, on a été un peu trop dur avec les éléphants de Côte Non, mais d'Ivoire? nous, on peut le dire ici, parce qu'on a eu à faire toute cette émission durant toute la période. Bien Sur sûr. ce plateau,
nous faisions partie de ceux qui pensions que rien n'était encore joué. En fait, je dis que voilà, il y avait plusieurs émotions, plusieurs, comme il a dit, à juste titre, les gens étaient déçus, ils étaient plus supporters. Est-ce qu'on ne peut pas comprendre que ce sont des êtres humains, voilà, on est des êtres humains avec les, je ne sais pas comment on le dit en français. Avec nos faiblesses. Avec des faiblesses et puis voilà, les forces, et que ce jour-là, le peuple a souffert, et ils l'ont exprimé de façon, ceux qui ont cassé, non. Mais ceux qui ont dit des choses, est-ce qu'il ne faut pas mettre ça sur l'humanité au total? Oui, Christelle, ce que vous dites est tellement important et ça me donne vraiment l'occasion de pouvoir réagir sur une situation qu'on vit depuis. Vous savez, je me suis réveillé il y a quelques jours et puis je me dis, mais on est champion d'Afrique. Vous savez, si les gens sont à l'extérieur, certains sont à l'extérieur du pays, ils se posent même la question de savoir si la Côte d'Ivoire est vraiment championne d'Afrique. Parce que quand on va sur les murs des Ivoiriens, quand on va sur la toile, on est dans la polémique. Hein. On a tous oublié qu'on a remporté la CAN. On est en train de polémiquer, faire des bagarres sur des choses qui, à mon sens, vraiment ne peuvent pas être plus essentielles que ce qu'on a reçu. Il suffit juste de se référer même au discours que le président de la République a eu en récompensant les joueurs. Il a dit quoi? Pendant toute cette saison-là, pendant les 1 mois de compétition, on a vu une Côte d'Ivoire unie, une Côte d'Ivoire resserrée. C'est le plus important, mais on ne peut pas finir une telle compétition où le monde entier... Moi, j'étais à l'extérieur il y a quelques jours, je suis rentré juste il y a 2 jours. Mais vous ne pouvez pas imaginer l'admiration que à l'extérieur les gens ont pour la Côte d'Ivoire. Juste dire qu'on est ivoirien, mais tous on dit c'est le champion d'Afrique. On vous dresse le tapis rouge. Mais nous, chez nous ici, on est dans les polémiques, on est en train de se battre. Et c'est là pour moi une occasion de dire aux Ivoiriens, il faut qu'on se lève et qu'on comprenne à un moment donné l'essentiel. Là, on a des compétitions qui s'ouvrent bientôt. On va perdre le temps dans les polémiques inutiles. On a une CAN, parce qu'on est détenteur du trophée, mais on participe aussi aux éliminatoires. Hein. Donc, ce n'est pas parce qu'on est détenteur qu'on sera à la prochaine compétition. Si on n'a pas bien joué, on va faire don de la coupe, ils vont aller gérer la coupe ailleurs. Ce n'est pas nous qui allons la voir. Donc, il y a déjà des compétitions. Et pour ces compétitions, pour qu'on puisse les remporter, il faut qu'on soit... Il faut un environnement de sérénité. Voilà, il faut qu'on soit vraiment dans l'union, dans la cohésion. C'est à ce prix-là que je pense que la CAN nous a donné beaucoup d'enseignements. Au lieu qu'on passe le temps à faire des polémiques, je pense même qu'on pourrait les uns et les autres déjà commencer à ressortir les différentes valeurs qu'on a pu retenir au sortir de cette CAN, qui va être pour nous un socle qui va bâtir notre nation. Ça, c'est les choses les plus importantes pour moi. Barry. Bon, moi, je pense déjà que la Côte d'Ivoire, c'est une équipe d'abord miraculeuse, à l'image des Faé, qui était malade, qui n'a pas joué la CAN 2012. Il est revenu, il a coaché, il a commencé bas les équipes de jeunes de Nice. Il s'est retrouvé dans le staff des éléphants. L'équipe est au bord de l'élimination. Il est promu après la qualification. Mais surtout, vous sautez une partie, je vous relance là-dessus. Oui. Surtout qu'il prend les jeunes, et même là, ça se passe mal. L'élimination pour les JO, tout ça. Donc, c'est pas bien. Parce qu'il y a beaucoup qui racontent, parce qu'ils pensent qu'ils aiment faillir que tout le monde. Mais et pourtant, il est comme un entraîneur, il est comme un homme. Il a connu des hauts et des bas. C'est ce que je veux dire. En fait, à travers Faye, c'est une leçon de vie. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire a donné... Je pense que même ceux qui ont critiqué, les spécialistes qu'on a parlé, après la victoire, certains parmi eux sont regardés dans le miroir. Est-ce que je n'ai pas fait trop fort? Ça, c'est clair. Si vous voyez qu'un monsieur comme Jacques Anouma s'est excusé, c'est parce qu'il s'est rendu compte que l'émotion l'a dominé. Mais je veux dire qu'il faut s'inspirer de ce parcours-là dans la vie quotidienne. Les éléphants n'étaient pas donnés vainqueurs. Ils étaient éliminés. Moi, je me souviens très bien quand on a fait l'émission, j'avais trouvé, par exemple, les propos de Didier que j'avais trouvé un peu excessif pour un ancien joueur. Après, je me suis fait allumer par quelques personnes, mais en passant, c'est comme toujours avec eux. Hein. Je veux dire que pour moi, le foot, je le suis, c'est magique. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match. Et je pense que cette CAN, il y a tellement de matchs. Je me souviens de ce commentaire de Philippe Doucet, en passant, qui disait que lors du match contre le Mali, mais quel est ce fou qui a écrit ce scénario? Je veux le rencontrer, dites-moi. Je dis que le Ghana s'est fait éliminer sur un détail. Imaginez, les Ivoiriens ont perdu 4-0. Mais le Ghana, le gardien expérimenté, Richard Ofori, il élimine le Ghana à travers sa faute de main. Il touche un ballon qu'il n'avait même pas à toucher. Et le Ghana était qualifié. C'est les dieux du foot. J'ai envie de dire que c'est les dieux du foot. Et la Côte d'Ivoire, pour finir, moi, je veux vous dire que la Côte d'Ivoire, j'ai des frères guinéens qui étaient là, on a suivi la CAN ensemble. Il y en a qui ne sont pas partis, malgré que la Guinée était restée. Ils ont supporté, on était ensemble pendant la finale. Et je vous assure que même les médias, tout le monde était émerveillé parce que la Côte d'Ivoire a réussi sur le plan de l'organisation et surtout le parcours des éléphants. Très bien. C'est une leçon de vie. Une fois qu'on a dit tout ça, on a parlé de Mers Faye, mais je veux qu'on parle, tous les journalistes sportifs, qu'on parle un peu d'Idriss Diallo. Quand même, je pense qu'on doit en parler.
j'ai une question qui me turlupine. Comment on arrive à faire croire qu'Idriss Diallo n'est pas comptable de ce qui est arrivé à Emers Faye? En plus, pourquoi je nous en veux collectivement, c'est que même les journalistes semblent être des partisans de cela. Comme si, c'est une question, Emers Faye, a-t-il été imposé à Idriss Diallo ou c'est le choix d'Idriss Diallo? Parce qu'à un moment, il faut qu'on se pose la question. Tout le monde dit, ah, Idriss Diallo, machin. Il a été imposé à Idriss Diallo, Emers Faye? Pour répondre à votre question, André, tout à l'heure, il parlait du football qui est rationnel, mais peut-être que d'autres découvrent le football. En septembre 2005, le Cameroun nous a battus sur 3-2. Quasiment éliminés. Ouais. Mais les Ivoiriens qui ont pleuré au stade, ils sont allés à la maison. On a connu le Barça, la remontada, le PSG. Ouais. On a vu le Milan C en Ligue des Champions, mené 3-0. Face à Liverpool. 3-3 au tir au but. C'est le football, il faut l'accepter. Aucune victoire des éléphants ne règle facture de quelqu'un en Côte d'Ivoire. Après la passion, après la joie, là, tu fais face à tes problèmes. Mais aujourd'hui, comme tu le dis, la question, vous avez un président de fédération qui a gagné des élections démocratiques organisées par le comité de normalisation. Il travaille, il a un programme, les clubs, augmentation des subventions et autres. Il va faire confiance à un ancien joueur, Faye, vient dans l'optique de remplacer Jean-Luc Gasset. Jean-Luc Gasset, on peut tout dire de Jean-Luc Gasset, mais c'est lui qui a envoyé Simon Adingra. Et Allaire. Sébastien Allaire, il les a cooptés étant blessés. Il a trouvé un groupe. Il nous a donné un groupe. Mais comme je l'ai dit à certains amis, il avait des ingrédients pour faire une bonne sauce graine. Mais il n'a pas pu. Et Faye, avec des Ivoiriens, dont Alain Guamené et autres, ont réussi à nous qualifier. On dit, Dieu merci, mais Faye n'est pas quitté au ciel. Quelqu'un a fait confiance à cet ancien qui a même échoué, je pèse mes mots, il a échoué à U23. On a entendu des gens parler. Mais même faudrait sur pas, le site en question. Là. Voilà, on ne va pas faire de publicité, André, bon, okay. mais n'aimons pas les victoires. Vous savez, un homme qui aime tout ce qui est bon, même dans les difficultés, tu connais le visage de tes amis. Il ne faudrait pas que, parce qu'il y a la victoire aujourd'hui, on va faire le plus dur commence pour lui. C'est un jeune entraîneur. Il peut commettre des erreurs demain. Mais qui l'a envoyé, c'est Idriss Diallo. Mais aujourd'hui, on dit oui, si les éléphants ont gagné, c'est grâce à la pression de certains Ivoiriens. Est-ce que justement les Ivoiriens ne sont pas en train de réagir à cause de cette fameuse interview? Je veux juste avoir votre point de vue là-dessus. Hein. Oui, c'est intéressant ce qu'elle cette interview-là où il aurait dit qu'il n'était pas là pour la CAN, voilà, pour gagner la CAN. Est-ce que justement pour gagner la CAN, pardon. Est-ce que c'est pas cette interview-là qui a mis le feu aux poudres? Qu'en pensez-vous? Après la défaite de 4-0 dans le milieu du football ivoirien, déjà, il y avait un groupe de présidents de clubs qui se mettaient des gens, qui se réunissaient pour l'évincer. Après la défaite 4-0. Après la défaite. Pour eux, c'était déjà fini. Ils avaient déjà un plan pour chasser, casser Idriss Diallo. Ça, c'était clair. On savait, on voyait les réunions, on entendait des gens de peu de foi. Mais en même temps, pour ne pas vous couper, est-ce qu'on vous prenne comme ça un peu pour répondre à vos deux répondants? C'est un peu normal. Parce que partout où on a perdu, alors que tout le monde attendait qu'on gagne, les fédérations demandent le départ du président, plus ou moins. Donc, quelque part, ça, c'est un peu normal. C'est pour répondre à sa question. Très bien. Maintenant, pour trouver des alibis, il faut monter le peuple pour dire « je n'ai pas été élu pour gagner la CAN ». Une vidéo qui date de novembre 2022. 2022, tout à fait. Répondant à des questions pour dire non. Pour répondre, non, je n'ai pas été élu pour gagner la CAN. Donc, selon vous, des ennemis auraient pris donc, cette vidéo-là pour justement jouer avec le contexte? Pas ennemis, mais c'est les gars surfent au moins sur les réseaux sociaux, tout ce qui se passe maintenant. Donc, pour moi, la vidéo est sortie de son contexte. Mais en pleine compétition, la fédération n'a pas trouvé étude de répondre. L'objectif, c'est les éléphants, la CAN. On a 25% de chances. Allons-y. Ils sont allés jusqu'au bout. Vous avez vu même certains joueurs qui ont répondu à certains influenceurs ou autres insulteurs publics sur les réseaux sociaux pour dire qu'ils ont été maîtrisés. Parce que pour moi, le football ne doit pas donner lieu à certains d'insulter la mère de certains joueurs. Donc, pour moi, Idriss, comme il le dit, Idriss est le président de la fédération. C'est son équipe qui a gagné. Il mérite d'être félicité. C'est vrai que la vidéo, il aura le temps de s'excuser. Il a déjà commencé à remercier les Ivoiriens. Ils savent, les joueurs. La qualification est partie des Ivoiriens, à Yamoussoukro. Et surtout à Bouaké. Ils ont même chanté l'hymne national lorsque la Côte d'Ivoire était menée. Et les garçons sont allés chercher ce but. Quand souvent en aparté, même avant la compétition à San Pedro, ils sont venus jouer contre la Sierra Leone. J'ai pris Aurier de côté des Capi. Même si tu es sur le banc, tire tes garçons.
soyez forts Très mentalement. bien. On a donné des conseils à certains joueurs, les Mas Gradel traités de Paul Biya et autres, mais qui fait la part de Séville à Sébastien Haller. Quand c'est beau, on est content, mais quand il y a du mal, on les traite des chats, Paul Biya plutôt. À tout à l'heure. Vous effectuez le retour qu'il faut effectuer parce qu'évidemment, vous étiez là lors de la première partie de cette émission. On a parlé essentiellement de sport, de football, de Cannes et de notre équipe nationale. Et on revient pour la deuxième partie de notre émission. Nous allons ouvrir des sujets un peu plus politiques. On parlera de la Guinée et on embrayera sur la politique nationale qui revient de plus en plus au devant de la scène. Mesdames, Messieurs, merci encore de nous renouveler votre fidélité. Je voudrais démarrer cette deuxième partie en ayant une pensée très forte pour Ablassé Ouedraogo. Hier, on parlait encore de lui. C'est tellement choquant que je suis étonné, je suis choqué de ne pas avoir plus de contestations, plus de cris de la part de tous les Africains, en tout cas ceux qui s'en réclament d'être des panafricains, qui laissent un papy de 71 ans être emprisonné par des militaires et lui demander de tenir une Kalachnikov. On connaît la puissance de cette arme. Il a toujours été un civil et ça n'émeut personne. Mais imaginez un sujet futile, tout le monde va réagir sur TikTok, sur Facebook, des choses comme ça. C'est ça la vie. Derrière Ablassé Ouedraogo, ce sont des milliers d'Africains, des milliers de Burkinabés qui sont maltraités. Et ça devrait susciter notre indignation. Exactement. Et André, il faut rappeler que Ablassé Ouedraogo a été ancien directeur général adjoint de l'Organisation mondiale du commerce et ex-ministre des Affaires étrangères sous Blaise Compaoré. Et il se retrouve aujourd'hui à tenir une Kalachnikov en armes. C'est assez choquant, même s'il y a une différence d'opinion. À 71 ans, je ne pense pas qu'on soit encore capable de faire certaines choses. Réaction rapide, Élisée Boloubeu? Tu l'as si bien dit, Christelle, c'est un véritable choc. C'est un véritable choc. Vous savez, moi, je me pose bien les questions. Quelle société on veut construire quand on bafoue déjà des valeurs pareilles? Parce qu'à Blassé, on estime qu'il ne soutient pas la junte au pouvoir ou on estime qu'il a eu des propos critiques avec la junte. On le vêtit d'un treillis, on l'envoie au front. Quel est le message qu'on veut apporter à la jeunesse? Quel est le message quelles sont les valeurs qu'on veut promouvoir d'une société? Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans une société ostracisée où on ne peut plus s'exprimer ou bien on veut juste une société où les valeurs ont foutu le camp et on est dans une anarchie totale? Moi, je pense que ce n'est même pas, au-delà même des Burkinabés, c'est la communauté africaine tout entière qui doit se lever et puis vraiment interpeller le capitaine Traoré et puis ses amis. Mais il faut que ça s'arrête. On n'est vraiment pas dans on n'est pas dans une société, on n'est pas dans une nation, on n'est pas dans un État. Il faut à un moment donné qu'on comprenne une chose. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous êtes fort que ça veut dire que vous pouvez abuser de votre force comme vous voulez. On n'est pas éternellement fort. Un moment viendra, on sera plus fort. Il faut qu'on y pense. Ça, c'est important. Daouda, avant que vous ne puissiez prendre la parole, on l'a vu entrer. Est-ce qu'on l'a rappelé pour participer à un certain peut-être groupe de défense de la patrie pour mieux peut-être comprendre, selon vous? Mais, Christelle, il n'y a rien à comprendre. Ibrahim Traoré est dans de la démagogie, il est dans du populisme. Parce que depuis que ces militaires ont pris le pouvoir au Burkina, quiconque, je dis bien quiconque, s'amuse à critiquer leur façon de faire, ces personnes disparaissent du jour au lendemain et quelques temps après, on les retrouve au front avec des armes à la main. Hier encore sur ce plateau, je vous disais qu'au Mali, au Burkina et au Niger, il y avait une majorité silencieuse. Il y avait une majorité silencieuse. Et Ablassé fait partie de cette majorité silencieuse. Mais lui, il a osé simplement parler un peu. On l'a envoyé au front à 70 ans. C'est dire aux uns aux autres qu'un pouvoir militaire ne pourra rien apporter de concret à un État en construction. Et généralement, quand vous voyez les décisions qu'ils prennent, mais ils le prennent en tout autocrate. Ils l'ont fait. Et du coup, on ne sait pas où va retomber. Ces décisions vont avoir des répercussions calamiteuses sur des millions de Burkinabés, sur des millions de Maliens et des millions de Nigériens. Très bien. Herman, quand vous regardez ce qui arrive à Ablassé Ouedraogo, quelle est votre réaction? C'est vrai que ces genres d'images-là choquent. Ça choque parce que moi, je pense que quelle que soit la couleur du régime, on ne doit pas pouvoir voir ces images-là. Ce n'est même pas le fait de les voir avec les Kalachnikov, pour la circonstance, pour prendre les images, certainement que ça peut être mimé. Mais le simple fait d'enrôler des personnalités politiques civiles
parce que ces personnalités politiques-là expriment un besoin, un avis contraire par rapport à un régime qui est en place. Quel que soit l'endroit, quel que soit le pays, je pense qu'il ne faudrait pas que le régime en question puisse adonner à ce genre de choses-là. Et moi, je suis d'autant plus choqué que souvent ici, mes propos tendent à dédouaner ces jeunes-là au pouvoir, mais ce n'est pas le fait de les dédouaner, mais c'est pour dire que, quel que soit le régime, on ne doit pas voir ces genres de scènes-là dans n'importe quel pays. La démocratie, c'est ce qui vous permet vous-même à la fois de penser qu'il y a des actes qui sont positifs sur la junte et il y a des actes qui sont mauvais. Et ça, c'est ce que nous, on promeut ici, faire en sorte qu'on puisse ne pas noircir totalement le tableau, parce que la vie des hommes, c'est ainsi. On fait de bonnes choses et on en fait aussi de mauvaises. Marius Komoé. Oui, ben, écoutez, moi, en tant que société civile, j'avoue que tout ce qui concerne des coups d'État militaires nous exacerbe. N'empêche que dans cette vidéo qui fait l'objet des interventions des uns et des autres, j'ai vu plutôt un homme âgé, certes, mais aux côtés de qui se trouvaient 2 jeunes militaires qui parcouraient, qui faisaient des pas. Et rien ne me confirme qu'il a été envoyé à un front, rien ne me confirme, Pauleur, rien du tout ne confirme qu'il a été envoyé au front par une junte militaire, rien ne me confirme. Non, je fais des constats. Non, je viens, c'est juste... La vidéo ne dit pas qu'il a été envoyé au front, je vois plutôt que... Non, mais laissez-moi terminer. C'est très court ce que je vais vous dire. Je vous en prie. Quand on s'en tient aux propos d'Herman, il vous dit tout à l'heure que c'est quand même un civil qui se retrouve à porter une tenue militaire Avec une qui est calache. quand même... Non, au-delà de la calache, qui est quand même contre son gré. Vous dites ses propos. Qu'est-ce qu'il atteste? Non, il a dit le tout à l'heure fait d'enrôler. Ça, c'est avéré. Non, mais qui vous a dit qu'il a été enrôlé, justement? Justement, qui vous dit qu'il a été enrôlé? Vous êtes au Burkina? Non, je ne parle pas même de... Non, moi, je veux qu'on parle de choses qu'on sait. Monsieur Marius Komoé, aujourd'hui, c'est un fait qu'au niveau du régime, notamment au Burkina... Non, je vous en prie, n'allez pas sur ce terrain-là. Vous savez, on pose un problème, on parle d'une vidéo dans laquelle vous voyez un monsieur, un vieillard, aux côtés de qui se trouvent 2 jeunes gens en tenue militaire, tenant des calaches. Qui vous dit qu'on les envoyait au front? Ici, j'ai bien fait de situer dans mes propos qu'au-delà de la scénique de l'image, on sait aujourd'hui qu'au niveau du régime burkinabé, que certaines personnalités, lorsqu'elles se lèvent contre le régime, elles sont enrôlées au front. Ça amuse certains, mais ce sont des choses qu'il ne faut pas perpétrer. Ici, il n'y a pas plus de défenseurs que moi des jeunes au pouvoir, notamment dans l'AES. Mais il faut reconnaître que ces gens d'attitude-là, ça ne doit pas... C'est un fait. C'est pas que les gens, ne serait-ce que même de les voir en tenue civile, on parle seulement au regard de cette simple vidéo. Est-ce que vous avez d'autres cas? Quelles sont ces personnalités? Moi, des personnalités politiques qui ont été... Moi, je ne parle jamais de ce que je ne sais pas. Mais je suis bien d'accord avec vous. Personne ne veut parler de ce qu'elle ne sait pas. Voilà. Vous dites des choses sans avoir des preuves vérifiables. Monsieur Marius Komoé, on voit un ancien ministre des Affaires étrangères qui plus est a été mais qui vous dit qu'il a été envoyé au front? Je veux des preuves. Qui est en tenue civile. Oui, mais qui vous dit? Est-ce qu'il ne s'est pas habillé de lui-même? Est-ce qu'il n'a pas tenu une calache de lui-même? Dites-nous véritablement que c'est la jeune militaire qui l'a envoyé. Je mets un terme à ce... Non, je mets un terme à cette discussion. C'est de ça que je parle. Monsieur Marius Komoé, on met un terme à cette discussion et la réponse, elle est claire. Non, Marius Komoé. Vous avez parlé, vous avez, j'ai pris le temps de vous écouter, de vous laisser parler à travers un dialogue, un échange entre vous deux, moi et mon amie Christelle. La question que vous avez posée, est-ce qu'il a été envoyé au front? Très bien. On veut des faits. Est-ce qu'il a été envoyé au front? Je reste sur votre question et on va évoluer là-dessus. Bien sûr. La question, ce n'est pas qu'il a été envoyé au front. Excusez-moi de vous dire comme ça, ce n'est pas une question qui est essentielle à la compréhension de notre débat. Ce qui est essentiel, est-ce qu'il a été enrôlé dans l'armée? Et on vous dit oui. Qu'il a été envoyé au front, peu importe. Si moi, demain matin, André Bois, je passe devant la caserne militaire, qu'on m'enrôle dans l'armée, ce n'est pas normal, peu importe qu'on m'envoie au front. Parce que la question, c'est de savoir, je n'ai pas voulu être dans l'armée, ce n'est pas mon travail. Je suis directeur général adjoint de l'OMC et j'ai été ministre des Affaires étrangères. Me retrouver avec une arme en train de faire, si vous voulez penser que c'est du théâtre, c'est vous qui voyez, mais il n'a pas à se retrouver à faire ce scénario. C'est pour ça que, pour terminer, je laisse la parole à Christelle qui va continuer le débat, c'est que ce scénario-là, il n'est pas consentant. Et c'est une réalité, et on vous confirme, c'est un fait. Il n'y a pas que lui, il y a d'autres acteurs de la société civile au Burkina qui ont été enlevés, qui ont disparu, qui sont en fuite. Le co-promoteur du ballet citoyen qu'on a reçu ici, l'autre Smoké, il est lui aussi
en ce moment porté disparu. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas le fait qu'il soit au front. Il y a même Rasmanes Naba, un militant du mouvement de balai citoyen qui a été arrêté ce matin chez lui. Donc, je veux dire que c'est parce que ces personnes-là se lèvent d'une manière ou d'une autre pour dénoncer certains faits, peut-être qu'ils trouvent qui ne sont pas dans la droite ligne des actions de la junte. Ça, c'est leur droit. Même si c'est vrai ou c'est pas faux, c'est leur droit de s'exprimer. C'est partout. En tant qu'acteur de la société civile, c'est vous-même qui devez porter cela, qui devez être plus choqué par ces images qu'on vient de voir. Oui, mais moi, je vois une image et je n'ai pas les tenants et les aboutissants qui ont amené à diffuser. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, jusqu'à présent, aucun de vous qui vous exprimez sur ce plateau ne peut me dire avoir été au Burkina, ne peut me dire avoir des documents, avoir des vérités. Ça dit, vous vous basez sur ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Attendez, on termine là-dessus, mais on va donner la parole. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est une accusation assez grave. Marius Comé, ne nous envoyez pas là-dessus. Nous, ce n'est pas basé sur les réseaux sociaux. Nous sommes journalistes. Les déjà ici sur le plateau, ça nous donne une rigueur supplémentaire dans la collecte des informations. Absolument. L'information que nous vous donnons. Après, libre à vous de croire ou pas. Nous vous disons que c'est un ancien ministre. Il n'est pas militaire. Il n'est ni acteur de cinéma. Il ne peut pas se retrouver avec une arme et une calache dans ces conditions-là. Ça, c'est une information que nous avons collectée. La deuxième information que nous collectons, ça fait depuis quelques jours que ce monsieur a disparu de la circulation. Sa famille, ça fait 8 semaines, sa famille n'a aucune nouvelle de lui. Et quand la presse fait son travail et vous dit que ce monsieur se retrouve dans une situation où il a été militarisé, pourquoi le débat, ça va être est-ce qu'il est au front? Il n'a pas à être au front, c'est un civil, c'est un ancien ministre. Et d'autant plus que je l'ai dit en entrée, c'est un papy, excusez-moi. Bien entendu. Même les militaires prennent leur retraite. À 71 ans, on ne peut même pas, c'est même pas un sens de la discussion. Même s'il avait été militaire, à 71 ans, il n'est pas suivi au front. Soyez rassurés d'une chose. Je ne conteste pas le fait qu'une personne de 71 ans se retrouve avec une calache et en tenue militaire. Ça, je désapprouve totalement. Je voudrais bien que mes idées soient bien perçues. Je vous ai bien compris. Vous dites bien que vous avez recoupé des informations et vous avez la certitude aujourd'hui que l'homme a été contraint de faire ce qu'on lui a imposé, au point que dans cette vidéo, on l'a vu en tenue. Bon, je crois avoir bien compris. On n'a pas dit ça non plus. Alors, s'il vous plaît, ce qu'on va dire... Quoi qu'il en soit, moi j'ai perçu. Je vous ai bien perçu. Les faits sont là, les textes sont là, et les informations données ici sur ce plateau sont vérifiées avant d'être émises. Nous nous insurgeons simplement, on voudrait avoir vos points de vue sur le fait... On n'a pas entendu Barry. Voilà, qu'un ancien ministre des Affaires étrangères et qui plus est ancien directeur général de l'OMC puisse se retrouver sur un terrain en tenue militaire avec une Kalachnikov. Une personnalité de ce rang, avant de faire une telle transition, aurait peut-être pris la peine d'informer, attention, voilà ce que je m'apprête à faire à 71 ans. Dans le cas d'espèce, ce n'est pas le cas et nous voulons donc avoir les interventions des uns des autres sur la question. Permettez à Daouda et à Barry de réagir. En fait, je voulais faire une précision rapidement sur la Daouda. question. Parce que si M. Koumoué avait pris la peine d'écouter la dernière sortie d'Ibrahim Traoré lorsqu'il parlait de la coupure d'électricité, il a dit, pendant son discours qui est assez long, il dit « J'ai prévenu les uns et les autres qui passent leur temps à s'attaquer à la gestion de ce pouvoir-là. » Donc, quiconque va s'attaquer à ce pouvoir-là, il va être réquisitionné et il va aller au front pour aller combattre. Les vidéos sont en ligne, il fallait juste prendre la peine pour aller regarder les vidéos de bout en bout. On ne serait pas en train de faire ce tiraillement de débat-là pour dire je n'ai pas les informations. Et je pense qu'on est sur un plateau assez sérieux. Quand on donne une information, elle est précise. Merci. Barry, s'il vous plaît, allez-y. Alors, 3 choses. La réquisition a commencé depuis le mois d'août. Ce n'est pas le premier, M. Ablassé Ouedraogo n'est pas le premier. M. Ablassé Ouedraogo, qu'est-ce qui lui est reproché? Il a rappelé le capitaine Traoré ses engagements qu'il a pris. Parce que le jour du coup d'État, son coup avait échoué. Il a fallu une négociation de la chefferie traditionnelle burkinabé avec à sa tête le Moro Naba pour trouver une issue entre lui et le lieutenant-colonel Damiba pour éviter un bain de sang. Et quand ils ont négocié, il y avait des engagements que le capitaine Traoré avait pris vis-à-vis de la nation burkinabé.
parmi ses engagements, c'était de respecter les accords avec la CEDEAO, de mener la transition qui allait prendre fin en juin 2024. Aujourd'hui, on se rend compte que le capitaine Traoré, comme tous les autres putschistes, n'ont pas en tête l'organisation d'élections. Revenons au cas Blasé Ouedraogo. Sur la photo, à mon aîné Komoué, je dirais qu'il y a un monsieur Ouedraogo qui est de la société civile et le docteur Daouda Diallo qui dénonçait certains méfaits attribués au VDP. Donc, ils sont 3. Ce sont des civils. Et dans la vidéo, quand vous voyez, ils ne sont pas en tenue de combat, en fait. C'est juste une forme d'humiliation. Parce qu'un militaire en tenue de combat, il ne porte pas des baskets, en fait. Et ce n'est pas la première fois. Guy Hervé Kam, avocat célèbre, a été enlevé. Ablassé a été enlevé à l'aéroport de Ouagadougou. Il revenait d'un voyage. Donc, il n'est pas seul. C'est un fait. Le capitaine Traoré a dit une chose avec un confrère. Il l'a dit. Lui, il ne va pas se laisser avoir. Parce que Thomas Sankara a cru en l'amitié. Lui, il ne va pas se laisser avoir. Donc, quiconque se mettra au travers de son chemin, il va lui régler son compte. Très bien. Élisée, vous vouliez ajouter une petite chose avant qu'on évolue sur le cas guinéen? Non, oui, je voulais juste dire que c'est vraiment ahurissant ce à quoi on assiste au Burkina. Mais en dehors de Ablassé, savez-vous que M. Daouda Diallo, lauréat 2022 du prix Martin Hénal pour les défenseurs des droits humains, qui est un Burkinabé, est aujourd'hui réquisitionné au front. Il est dans la vidéo. Mais c'est extrêmement grave, en fait. C'est-à-dire, à un moment donné, je peux comprendre qu'on soit allergique aux critiques. Ça, c'est le fort de tous les régimes militaires. Mais prendre des personnes civiles, les envoyer au front sur une ligne de combat, je pense que c'est la chose... Pour moi, c'est un crime. C'est un crime. Contre l'humanité, même. C'est un crime contre l'humanité, en réalité. Les civils les mettent au front contre leur gré, où il y a des combats. Pour moi, c'est un crime. Et ça, je me dis que la communauté africaine doit s'insurger, doit se lever. Ce n'est même pas une affaire de « je suis pro-poutiste ». Je suis pro-Traoré ou pas, ça n'a rien à voir. C'est une question de dignité, de dignité humaine. C'est une question, comme il le dit, de bon sens. C'est une question de droit de l'homme. Il faut que ça s'arrête à un moment donné. On ne peut pas quand même continuer à détruire la nation de cette manière. Très bien. Merci Élisée Boulougbe qui nous a permis de clôturer tout ça. Christelle, ma très chère, la situation au Burkina est-elle pareille à celle qu'on observe du côté de la Guinée? Vous me diriez sans doute non. Mais une chose est sûre, des décisions importantes ont été adoptées par le pouvoir guinéen à travers donc la dissolution du gouvernement et bien sûr des mesures très dures annoncées en ce qui concerne justement l'accompagnement des anciens ministres, etc. etc. Parlons-en avec vous, les amis. Exactement. Le gouvernement dissout, les affaires courantes gérées par les cabinets. Des décisions assez bizarres, enfin bon, je me permets de les qualifier. C'est la marque déposée. Peut-être que Barry ne sera pas d'accord avec moi. Qu'est-ce qui se passe du côté de Conakry, le général Mamadou Doumbouya, qui dissout le gouvernement? Écoutez, on parlait tout à l'heure des violations des droits de l'homme. Je pense que c'est la même chose, les régimes militaires. On assiste depuis un certain moment à une certaine forme de restriction au niveau des libertés publiques. Les manifestations sont interdites. Il y a des acteurs de la société civile en prison. Internet est coupé depuis le 25 novembre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les entreprises sont impactées par la coupure d'Internet. Les populations sont impactées. Pourtant, on sait que l'État fonctionne avec l'argent du contribuable. Et ensuite, il y a une crise de carburant. On ne va pas revenir sur l'explosion du dépôt. Et le comble, c'est que le Premier ministre et le ministre de la Justice se donnent un spectacle au vu aussi de tout le monde. Ils se font des courriers comme des gamins au sommet de la République qui veulent gérer leurs émotions dans les courriers. Donc, c'est vraiment ahurissant. Ils sont quand même des personnalités, comme des gamins. Quand un ministre d'État... c'est un peu dans une cour de récréation, un ministre d'État prend la décision. Ce n'est pas le procureur de la République. Il prend la décision d'ordonner l'arrestation et la suspension de tous les directeurs des EPA, les établissements publics administratifs. Il prend la peine de sanctionner tous les DAF des ministères et même le DAF du secrétariat général de la présidence. Le Premier ministre l'interpelle dans un courrier et il fait un coup de droit au Premier ministre, excusez-moi. Donc c'est un spectacle qui... Les gens en ont marre en fait. Et le ministère de la Justice... Est-ce que c'est ce qui explique la réaction donc, du général aujourd'hui, général Doumbouya, qui décide de dissoudre le gouvernement et bien sûr de suspendre tout ce qu'il y a comme mesure d'accompagnement, parce qu'en ce moment on leur dit tous les gardes du corps doivent revenir, etc. etc. C'est ça qui justifie cette dureté-là de la réaction? Non, je pense que pour moi la junte
est prise au piège. À quel piège, Barry? On leur a dit, quand ils ont pris le pouvoir, ils avaient des engagements. Une transition, c'est un processus purement politique qui vous permet de passer d'une situation de crise à une situation de normalité. Ils disent qu'ils vont faire le développement, comme s'ils avaient un mandat. Donc, en bout de chemin, pour moi, ils se sont perdus. Parce que le ministère de la Justice, il pose problème. Quand vous voyez l'actuel ministre de la Justice, en réalité, il était procureur. C'est eux qui l'avaient promis procureur. Il a eu maille à partir avec le ministre Moriba Touré, à l'époque, qui était ministre de la Justice. On a sanctionné le ministre, lui, le procureur, qui avait fait arrêter des activistes de la société civile. Traîner, je vous dis traîner, hein, la vidéo avait fait le tour du monde, des activistes de la société civile. Le ministre l'avait rappelé à l'ordre, le procureur. On a démis le ministre, lui, on l'a promis ministre. Aujourd'hui, il se donne un spectacle avec le Premier ministre. Et sachant qu'au début de la junte, la ministre Fatoumata Yari Souma, qui était ministre de la Justice, s'était insurgée parce que le secrétaire général que vous voyez là, le général à la vidéo, avait convoqué tout le corps judiciaire à la présidence pour discuter du code pénal. La dame avait fait un courrier, elle lui a dit non, on ne peut pas discuter du code pénal à la présidence. Ce n'est pas le lieu indiqué. La dame a démissionné. Donc, en 2 ans, ils ont utilisé 3 ministres différents de la justice. Mais est-ce que ce n'est pas justement pour régler tous ces dysfonctionnements que le général met... Les syndicats menacent de manifester. Le contexte, il est important, il faut le situer. Parce que les gens en ont marre. Imaginez, Internet au 21e siècle, on vous coupe. Aujourd'hui, il y a l'économie numérique, il y a la digitalisation, il y a le télétravail, la bancarisation. tout ça, la bancarisation, tout est bloqué. Vous voyez, donc les syndicats ont décidé de prendre leur destin en main. Réaction, les amis. Donc, du coup, on se débarrasse du gouvernement pour enfumer les gens, en fait. Mais c'est la marque déposée des régimes militaires. On les applaudit lorsqu'ils arrivent, mais plus tard, on n'a que nos yeux pour pleurer. C'est clair. Aujourd'hui, ce que nous vivons au Burkina et qui a été bien dépeint par l'ensemble des chroniqueurs sur ce plateau, atteste bien ce qui se passe également. C'est le même scénario. Vivement que la sous-région se mobilise. Vivement que nos instances de décision et de gestion de ces crises se mettent en branle pour que justement nous puissions mettre un terme à ces régimes militaires qui font plus de tort à la sous-région et à nos peuples que vraiment tout le bonheur qu'on pouvait attendre d'eux. Herman? Moi, je pense que ce qui se passe en Guinée, aujourd'hui, quand on voit la Guinée, qui est un peu, je pourrais le dire, hein, parmi les 4 pays sous junte militaire, qui est un peu le pays chouchou de la CEDEAO. Il faut le dire aujourd'hui. Voilà. Quelle est cette puissance? Quelles sont ces puissances qui sont derrière la Guinée pour que la CEDEAO, toutes ces exactions, vous dites que tous ces dérapages sont là, mais la CEDEAO, c'est comme Motus bouche cousue, on n'entend pas trop la CEDEAO sur la question. Barry n'est pas très d'accord. Permettez qu'il réagisse. On ouvre le dialogue avec vous. On faut écouter. Oui, mais on ouvre le dialogue avec vous. Il n'y a pas de problème. Il peut ne pas être d'accord parce que permettez qu'il réagisse et vous allez dialoguer. Vas-y, Daoud. La CEDEAO a toujours réagi, elle a condamné la junte. La CEDEAO avait, au début, après le coup d'État, la CEDEAO avait demandé à la junte qu'elle avait 6 mois pour organiser les élections. Ce sont les acteurs politiques. Ce qu'il dit, c'est qu'aujourd'hui, il a le sentiment que la CEDEAO est plutôt en train de chouchouter les choses. Quelle réaction par rapport à ça? Non, je veux dire que ce n'est pas vrai. La CEDEAO, il y a un délai, c'est le 24 décembre. Quels sont les éléments qui vous amènent à dire que cette junte est chouchoutée, Herman? Cette junte, on dit qu'elle est chouchoutée parce que hier, j'ai fait remarquer ici que malgré la pression la pression sur le calendrier électoral à respecter dans les pays de l'AES, on constate que le cas de la Guinée, qui est un cas plus ancien que certaines juntes dans la sous-région, on ne sent pas cette fermeté-là. Je ne dis pas que la CEDEAO ne fait pas ce qu'elle a à faire, mais on constate que par moment, quand il s'agit de leur pays sous biberonnage, on constate que la CEDEAO n'est pas ferme dans sa prise de position. On va écouter Élisée qui n'est pas très d'accord avec vous. Je l'ai vu, il a fait beaucoup de mou là, durant tous vos propos. On va voir comment ça se traduit. Non, mais je pense que Herman fait des déclarations vraiment sans preuve. Pardon, commence déjà par apporter une once de preuve de ce que tu dis pour qu'on puisse te suivre. Quand tu dis que la CEDEAO ne fait rien, mais ce n'est pas vrai.
La CEDEAO a un chronogramme établi avec le régime, avec la junte. Et ce chronogramme prend fin le 31 décembre 2024. Il faut te renseigner. La CEDEAO a interpellé, la CEDEAO a un médiateur dans la crise avec Yahi Boni, avec comment on appelle ça, avec la Guinée. La CEDEAO a des rencontres permanentes avec la Guinée. Quand ils s'en vont sur les rencontres du chef d'État, la question de la Guinée est à l'ordre du jour. Mais tu ne peux pas t'asseoir sur le canton pour dire qu'il n'y a absolument rien. La junte a été sanctionnée. Élysée et Barry. Quels sont les communiqués dans lesquels la CEDEAO dénonce les cas d'enrôlement? Les cas d'enrôlement, vous parlez de la situation de façon générale. Aujourd'hui, il y a des cas pratiques. Pourquoi moi-même, je suis insurgé contre les actions de la junte au Burkina par rapport à ce qui se faisait? Pourquoi, concernant la Guinée, lorsqu'il y a ces cas-là, aujourd'hui, ça fait quand même on peut dire 48 heures que ça se passe ainsi. Où est-ce que la CEDEAO est? Elle n'est pas prompte quand il s'agit de trucs. Et ça reconnaissait cela. On va changer de côté. Vous faites comme si on ne connaît pas, nous tous, la démarche de la CEDEAO quand il s'agit de l'appréciation d'un régime à un autre, de la position à adopter. D'accord. Daouda, quelle sera votre position? Le camp Herman ou le camp Barry à Élysée? Moi, je n'ai aucun camp à prendre dans cette fois. La seule chose que j'aimerais juste dire, c'est que la CEDEAO n'a pas à s'y mixer dans la gestion des affaires courantes de, comment on appelle ça, de la Guinée. C'est leur État. Ils ont un calendrier qui a été bien mis en place. Ils attendent que ce chronogramme soit atteint. Or, on sait que pour ce qui concerne justement... Il se marre bien, il va vous répondre. Oui, pour ce qui concerne justement le cas du Burkina, le cas du Mali et le cas du Niger, au Niger, on a l'ancien président qui est toujours en prison, en otage. Au Burkina, le délai est en train d'approcher à grands pas. Pour le Mali, le délai, c'est à la fin de ce mois. Donc finalement, c'est normal qu'on vous pousse. Mais un président de la... un putschiste qui est en transition en Guinée, aujourd'hui, décide de couper la tête de son premier ministre et de son gouvernement et de changer pour pouvoir suivre son chronogramme. Où est le mal? Quand il s'agit, ce qui est intéressant... Non, la question, non, je voulais... Il a posé une question, ils ont posé quand même un truc fondamental qui a été abordé, accordé même par Comoué, c'est que la CEDEAO ne va pas réagir sur la dissolution d'un gouvernement. Ce sont des affaires courantes, comme ils disent. Comment vous voyez ça? Vous vous dites non, que ça compte? Est-ce que la dissolution d'un gouvernement, dans cette ambiance que Barry même a décrit ici, est-ce que cette dissolution, est-ce que l'ambiance est saine? Est-ce qu'il n'y a pas une crise au fond? Aujourd'hui, dans les coulisses, on sait tout ce qui se passe en Guinée. En quoi cela intéresse la CEDEAO qu'un gouvernement soit dissous dans un pays qui a un chronogramme bien précis? Mais parce que le cas de la Guinée, c'est une junte au pouvoir. Et donc, ces genres d'actions-là, où des civils un gouvernement est dissous, ça doit pouvoir interpeller la CEDEAO, mais la CEDEAO ne connaît plus son rôle. Très bien. Bonne question, Élysée. Je pense que c'est bien beau de faire le procès de la CEDEAO, mais il faut être factuel. La CEDEAO avait sanctionné la junte. Les membres du gouvernement étaient interdits de voyage. C'est à la dernière réunion extraordinaire de la CEDEAO que les sanctions ont été levées et pour certains Burkinabés, et pour certaines autorités maliennes, et pour certaines autorités guinéennes. Le seul pays qui n'avait pas connu de lever des sanctions, c'était le Niger. C'est des faits qu'on ne peut pas falsifier. La CEDEAO, depuis le début, a mis une pression à la junte. La Cour de justice de la CEDEAO a sanctionné le gouvernement guinéen. Ce n'est pas une, ce n'est pas deux fois, c'est plusieurs fois. Un additif d'ailleurs, à ce que vous dites, Barry, c'est que d'ailleurs, bientôt, la CEDEAO se réunira et donc de nouvelles mesures, de nouvelles décisions seront prises. Il faut attendre pour apprécier. Il faut attendre pour apprécier, Élysée. On va terminer cette émission. Moi, je pense qu'on ne va pas revenir sur la CEDEAO. Je crois que Barry en a suffisamment dit. Moi, je veux juste commenter ce qui se passe en Guinée. Pour moi, la junte, c'est l'arbre qui veut cacher la forêt, en réalité. Aujourd'hui, la Guinée est confrontée à beaucoup de crises. Il y a la crise énergétique, il y a la crise d'Internet, il y a la crise du carburant. Actuellement, vraiment, c'est difficile d'avoir du carburant en Guinée, surtout encore avec l'incendie qui a eu lieu et tout ça. Il y a comment vous appelez ça, une flambée des prix. Le prix du sac de riz est pratiquement passé au double, au triple même pratiquement. Donc aujourd'hui, il y a une véritable, disons, il y a une tension même, une tension sociale qui règne. Exactement. Comment est-ce qu'on peut distraire l'opinion? Bon, on dissout le gouvernement parce qu'on estime que c'est le gouvernement qui en est responsable, et puis on met d'autres personnes, et puis on essaie de reprendre là où on a commencé. Donc voici pour moi l'arbre qui veut cacher la forêt en réalité. Voici comment on clôture vraiment, Christelle, tout ce que nous observons, nous, du côté de la Guinée. Voici notre interprétation de la situation.
qu'elle soit bonne ou pas bonne, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que la démocratie triomphe quand sur ce plateau, les uns et les autres peuvent exprimer leur opinion avec véhémence ou parfois aussi avec tendresse, parce que c'est bon, on peut défendre son argument avec tendresse, pourquoi pas, évidemment. Merci à tous. Hein, en tout cas, nous saluons tous les téléspectateurs qui nous regardent du Mali, du Burkina, du Niger, de la Guinée, de tous ces pays-là dans le monde entier. Du Sénégal. Du Sénégal, qui suivent cette émission. Nous vous saluons et on espère en tout cas que toute l'Afrique se portera bien dans la gestion démocratique et dans tous les autres challenges que les différents pays ont. Voilà, notre émission est terminée ce soir. Messieurs, merci beaucoup André. Merci Christelle. Daouda, Marius, Herman, Barry, Élisée, merci beaucoup. Merci aux équipes rédactionnelles et aux équipes techniques qui ont travaillé d'arrache-pied pour avoir ce programme. Merci également à vous qui nous suivez tous les jours. Les programmes continuent sur Live TV. À demain. Bonsoir.